c'est difficile d'y voir clair par rapport à l'intelligence artificielle. Hein. Dans le bref descriptif de la journée de travail, il y avait cette idée de calmer le jeu hein, par rapport à l'IA et je pense que c'est très important, étant donné qu'on est dans un contexte de frénésie, de battage médiatique constant hein, par rapport à ce qu'est l'IA et à ses promesses aussi. Les hyperboles hein, sont nombreuses hein, par rapport au potentiel de l'IA. Hein. Si on s'intéresse au discours, à la réflexion sur l'IA, on voit qu'on parle souvent, par exemple, de quatrième révolution industrielle hein, qui nous attend, de société post-travail. Certains de mes collègues hein, dans des départements de philosophie très prestigieux considèrent qu'il faut se préparer à l'arrivée de formes de super-intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y aurait un moment où l'intelligence artificielle rejoindrait l'intelligence humaine et très rapidement ensuite la dépasserait largement, où on parle parfois de singularité. Et il y a des gens très sérieux, souvent qui ne viennent pas exactement du monde de l'IA même, là, pas ceux qui font progresser les algorithmes d'intelligence artificielle, mais qui sont autour hein, et qui voient le développement, les progrès et qui extrapolent sur cette base-là. Mais quand on s'intéresse entre autres à l'éthique de l'intelligence artificielle, il faut d'abord tenter de comprendre hein, pourquoi certaines personnes qui semblent tout à fait crédibles hein, ont ces craintes et nous disent au fond que un développement non contrôlé de l'IA pourrait engendrer un des risques les plus importants, même peut-être le plus important, ce qu'ils appellent souvent un risque existentiel même. Ce faisant, si on pense qu'il va y avoir un développement continu et même exponentiel de l'IA, donc certains nous disent qu'il faut déjà réfléchir à quel devrait être le statut moral et juridique des agents artificiels. Est-ce qu'il faut leur étendre le cercle de la considération morale pour les inclure? Est-ce qu'il faut leur accorder des droits particuliers? Donc, il y a beaucoup de ce que j'appelle une sorte d'inflation dans la réflexion sur l'IA. Et je pense, hein, et c'est là où mon propos va rejoindre celui de mes collègues, je pense qu'on a besoin d'une perspective à la fois critique, pas critique dans le sens disant, bon, les nouvelles technologies ou le technocapitalisme en tant que tel est de façon intrinsèque mal et il faut contenir son développement, mais une pensée sobre et critique hein, que j'aime appeler déflationniste sur l'IA. Une perspective déflationniste, c'est le contraire d'une perspective inflationniste, c'est-à-dire, bon, essayons de comprendre, comme Marie-Jeanne l'a fait tout à l'heure, qu'est-ce que ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, comment fonctionnent-ils, quels sont leurs potentiels et leurs limites, et tentons donc d'ancrer notre réflexion vraiment sur ce qu'est l'IA maintenant et quel est son développement prévisible à court et moyen terme, hein, parce que c'est difficile de savoir dans un siècle, on va en être où d'un point de vue technoscientifique, et tentons d'anticiper hein, autant que possible quels seront les impacts de ces technologies hein, telles qu'elles sont maintenant et telles qu'elles seront dans un avenir rapproché. Donc, c'est ce que j'appelle une perspective déflationniste et je pense qu'on a de plus en plus besoin de ce genre de position. Et je pense pas qu'on tombe dans la caricature quand on dit que bon, il y a un discours dominant qui est extrêmement inflationniste. Hein. Je sais pas, vous avez probablement lu un des derniers ouvrages de l'historien israélien Yuval Noah Harari, hein, qui est sans doute l'intellectuel dans les sciences humaines et sociales là, le plus influent à travers le monde, disons, depuis les 5 dernières années. Là. Dans ses 2 derniers livres, là, Homo Deus et les 21 leçons pour le 21e siècle, hein, il prend pratiquement comme le scénario le plus probable, hein, le scénario imaginé par ceux qui pensent que les technosciences, hein, pas seulement l'IA, mais aussi les biotechnologies vont se développer à un rythme extrêmement important et vont entraîner des révolutions sociales et même anthropologiques radicales et qu'il faut déjà se préparer en conséquence. Et Yuval Noah Harari hein, a l'oreille hein, des plus grands décideurs à l'échelle du monde aujourd'hui. Ses livres sont traduits dans à peu près toutes les langues. Donc, je pense qu'on a besoin de commencer à élaborer un point de vue qui va être différent de celui-là, là, qui est très bien représenté. Et je pense qu'au Québec, en particulier, on est bien positionné là, pour le faire. J'ai retrouvé une citation de Herbert Simon, un des pionniers là, en matière d'intelligence artificielle, là, qui a développé plutôt le programme de l'intelligence artificielle, disons, classique ou symbolique. En 65, il disait « Machines will be capable within 20 years of doing any work that a man can do ».
hein. Et quand on s'intéresse à l'histoire de l'intelligence artificielle, on retrouve, il y a toute une pléthore hein, de telles prévisions. Alan Turing, dans son fameux texte où il a élaboré le test de Turing, disait, ça a été publié, je me souviens bien, en 1950, il disait, dans 50 ans, on va avoir des IA capables de passer donc le test de Turing. Donc, ça fait partie, ce genre de prédiction fait partie de l'histoire et du présent de l'IA. Mais je pense que ce qu'on a besoin à court terme, c'est d'une réflexion qui, comprend, qui se base sur ce que peut l'IA et qui focalise son attention sur les enjeux éthiques très importants qui sont inhérents à ce qu'est la technologie aujourd'hui. Et une des conséquences négatives du discours inflationniste, c'est qu'on se dit, bon, il faut déjà se préparer pour l'IA forte et générale, et il faut même consacrer que les projets de recherche en doivent aller au problème de la sécurité des IA fortes, alors que, bon, on en a déjà, il y a déjà c'est un des enjeux qui ont été soulevés. On a des enjeux dès maintenant auxquels il faut s'attaquer. Et c'est ce qu'on m'avait demandé hein, de réfléchir dans le texte là, pour la revue, les cahiers de droit de propriété intellectuelle. Donc, de faire une sorte de synthèse hein, des enjeux éthiques principaux soulevés par les nouveaux algorithmes donc d'intelligence artificielle. Hein. Et quand on commence une réflexion éthique de ce genre-là, le réflexe, c'est tout de suite d'identifier quels sont les risques, hein, quelles sont les menaces, quels sont les dangers. Mais une réflexion éthique, disons, équilibrée doit aussi prendre en considération quels sont les bénéfices hein, d'un point de vue éthique qui peuvent être engendrés par une technologie donnée. Et des bénéfices éthiques, hein, il y en a, hein, je pense, inhérents à l'utilisation de ces nouveaux algorithmes. Marie-Jean a parlé de comment ces algorithmes peuvent rendre la justice soit plus accessible ou soit plus efficace, peut-être même plus juste, hein, si on a réussi à identifier certains biais. Je pense que dans le domaine de la santé, c'est probablement le champ où les bénéfices attendus pourraient être les plus importants, sachant que c'est des algorithmes hein, qui sont capables hein, d'établir des relations significatives, c'est-à-dire des corrélations dans des vastes jeux de données. Il s'agit d'une faculté cognitive hein, qui n'est pas tout à fait accessible hein, pour un esprit humain, hein, de trouver des régularités dans des grands jeux de données. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Et donc, si d'utiliser ces algorithmes en permettent de poser des diagnostics de façon précoce ou de mieux identifier les médicaments, l'effet des médicaments en relation, par exemple, avec des caractéristiques physiologiques ou même génétiques d'individus, hein, pour favoriser une médecine plus personnalisée ou pour découvrir de nouveaux médicaments. Je pense que les bénéfices potentiels sont tout à fait plausibles hein, et pourraient être très importants dans le domaine de la santé, dans les transports aussi. Donc, vous savez que, si le projet des véhicules autonomes hein, fonctionne, ça risque d'engendrer une diminution des accidents de la route. Hein. Donc, je pense qu'il y a des bénéfices potentiels vraisemblables hein, et qu'il faut en prendre en compte dans toute analyse éthique. Mais ceci dit, hein, il y a des enjeux éthiques, des risques éthiques très importants qu'il faut prendre au sérieux. Et je pense qu'on a très bien commencé à les identifier, les différents enjeux éthiques. Là où on est rendu, me semble-t-il, collectivement, c'est d'approfondir chacun des défis éthiques et de commencer à trouver des solutions, à la fois des solutions normatives, c'est-à-dire d'un point de vue éthique et juridique et législatif, et aussi des réponses technologiques à ces défis. Mais si je passe en revue donc les principaux enjeux éthiques là, qui sont détaillés dans le texte, un de ceux-là, je pense que vous allez peut-être en parler cet après-midi, c'est celui de la responsabilité pour les décisions ou les actions hein, posées par des agents artificiels. Donc, je pense qu'une des réflexions là, pour les éthiciens et aussi pour les juristes, c'est est-ce que nos conceptions de la responsabilité morale et juridique sont
adaptés à l'utilisation au fond, d'algorithmes d'aide à la décision dans différents domaines. Et il faut savoir, donc, en cas de défaillance des technologies ou en cas d'erreur, de jugement erroné, donc si un mauvais diagnostic est posé ou si un agent conversationnel, par exemple, induit en erreur une personne et que ça engendre des conséquences fâcheuses, est-ce que nos conceptions de la responsabilité sont bien outillées pour justement attribuer, allouer la responsabilité lorsqu'un agent artificiel est impliqué dans une décision. Donc, on ne semble pas être dans des situations là où on a un agent facilement identifiable, une action facilement identifiable, un tort posé facilement identifiable, un lien de causalité évident entre les deux. On est dans des situations beaucoup plus complexes que ça. Et là, il faut voir, est-ce qu'il y a, par exemple, déjà dans les conceptions de la responsabilité, par exemple, en droit civil, est-ce qu'on est déjà bien outillé pour ça ou il faut actualiser le concept même de responsabilité pour savoir comment, donc, justement, allouer la responsabilité et peut-être il faut arriver à une conception plus complexe, plus distribuée de la responsabilité entre ceux qui ont conçu l'algorithme, ceux qui l'utilisent, le propriétaire et ainsi de suite. Donc, c'est un des champs, là, je pense, de recherche important. Un autre enjeu éthique ou deux enjeux qui sont en lien vraiment avec la nature de ces nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle fondés sur l'apprentissage automatique. Donc, toute la question qui a déjà été mentionnée de la transparence des algorithmes et du genre de devoir d'explicabilité et de justification que l'on veut attribuer à ceux qui utilisent des algorithmes décisionnels. Donc ça, c'est très compliqué parce qu'on a affaire à ce qui a permis les développements récents, les progrès en IA. Bon, oui, c'est l'accès à des données massives, c'est l'augmentation de la puissance de calcul des machines, mais c'est aussi l'utilisation d'une approche très différente. Dans l'IA, disons, classique, là, symbolique, on avait affaire à des programmations pour l'essentiel, disons, logico-déductives, c'est-à-dire qu'on prévoit un ensemble de règles logiques qui doivent être appliquées, respecter une séquence d'opérations logiques qui doit être appliquée par l'algorithme. Parfois, l'algorithme va être capable de faire des inférences sur la base de règles qui ont été définies a priori. Et si on arrive à un résultat, des conclusions, à la limite, lorsqu'on utilise ce genre d'approche, normalement, on devrait être capable de rebrousser chemin, de faire le chemin inverse et de dire, bon, voici pourquoi le système d'IA a pris telle décision. Il y a une espèce d'arborescence logique qui nous permet de voir pourquoi, donc, un IA est arrivé à un résultat donné. Donc là, évidemment, Marie-Jean connaît ça beaucoup mieux que moi, mais lorsqu'on a affaire à un système basé sur un réseau de neurones artificiels et des formes différentes d'approches en apprentissage automatique, on sait ce qui entre, et ce qui entre, ce sont des données en très, très grand nombre. On a des architectures informatiques extrêmement complexes, c'est-à-dire avec plusieurs couches de nœuds ou de neurones artificiels qui traitent de l'information, qui décomposent toute l'information qui est présentée. On a un système de rétroaction qui permet à l'algorithme d'apprendre. Il y a une sorte de recalibrage des différents poids, des différents nœuds dans l'architecture. Et ensuite, on a un résultat, une décision, un jugement qui est posé. Mais si on essaie de comprendre quelles sont les raisons du jugement, étant donné cette architecture complexe, il n'y a pas, je pense, de réponse évidente. Je ne sais pas si c'est un défi. Dans certains cas, ça peut être, on peut comprendre pourquoi un algorithme arrive à telle décision. Mais lorsqu'on est en situation de grande complexité, c'est-à-dire données massives, un réseau extrêmement profond, et ce phénomène de boîte noire,
il peut être, d'un point de vue technique, là, impossible de savoir exactement pourquoi un algorithme a pris une décision donnée. Et ça, c'est très troublant. C'est probablement l'enjeu éthique le plus important parce que si on se dit que les juges devraient utiliser des algorithmes d'aide à la décision pour rendre leur verdict ou, bon, vous savez, il y a un cas célèbre bon, on évalue qui devrait pouvoir avoir une libération conditionnelle justement en utilisant, en rentrant des données dans un algorithme, ou si une institution financière utilise un algorithme pour décider qui peut avoir un prêt bancaire, ou une université utilise un algorithme de ce genre-là pour savoir qui va être admis dans un programme, ou on sait qu'en ressources humaines, là, beaucoup d'entreprises utilisent de tels services pour savoir, faire un premier tri au moins dans les CV, savoir qui on va recevoir en entrevue, et il y a des gens qui sont tout simplement qui ne passent pas cette étape-là, et c'est purement l'algorithme qui a pris la décision d'exclure donc certains candidats. Donc là, on a clairement affaire à des questions qui concernent les droits et libertés des personnes. Hein. Est-ce que je suis reçu? On est en situation où les risques de discrimination sont très importants. Ce sont des discriminations non volontaires, hein, pas de la discrimination directe, mais lorsqu'il est question de savoir si je suis reçu, on a tous droit à une égalité des chances, hein, pour avoir accès aux différents emplois, une libération conditionnelle, être admis dans un programme. Donc, ce sont des décisions très importantes qui peuvent affecter les droits fondamentaux des personnes. Et je pense qu'on doit exiger, hein, une forme d'explicabilité des résultats. Et là, il faut trouver comment opérationnaliser ce devoir éthique qui me semble clair et nécessaire. Est-ce que les algorithmes eux-mêmes doivent être capables de donner les raisons de leur décision? C'est peut-être techniquement impossible, mais dans tous les cas, ceux qui vont utiliser ces algorithmes d'aide à la décision, eux, me semble-t-il, on doit leur imposer un devoir de justification. Il faut être capable d'évaluer les raisons afin de juger s'il y a discrimination ou non. Donc ça me semble être un des enjeux très importants, et je pense que des projets de recherche là, doivent être lancés sur cette question. Et c'est bon, l'autre enjeu que j'avais en tête, c'est celui des biais, hein, des biais discriminatoires qui s'insère, hein, dans le fonctionnement des algorithmes. Hein, et là, Marie-Jeanne en a parlé. Hein, donc, tout dépend de quel est notre échantillon, quelles sont nos données. Donc, il peut y avoir des biais qui viennent des données. Qu'est-ce qu'il y a dans les données? Il y a peut-être déjà, les données reflètent peut-être déjà des pratiques discriminatoires. Il y a peut-être des absences aussi dans les données, des données qui ne sont pas là et qui font en sorte que les femmes, par exemple, vont être moins convoquées à des entrevues pour un poste de CEO. Donc, les biais peuvent venir des données d'entraînement, les biais peuvent venir des programmeurs eux-mêmes, hein, ça peut être des biais conscients ou inconscients. Il y avait un algorithme d'Amazon, hein, qui ne livrait pas dans certains quartiers de New York, hein, et il n'y avait pas de discrimination, je pense, volontaire là, mais en analysant toutes les données, il disait que c'est trop risqué de livrer entre telle heure et telle heure dans tel quartier. Et évidemment, c'est un quartier qui était largement habité par des populations d'origine immigrantes, des personnes noires en particulier. Donc, il y a toutes sortes de biais, hein, qui peuvent s'insérer dans le fonctionnement de ces algorithmes. Et pour ça, il faut être capable d'en prendre conscience. Et il faut voir, donc, d'un point de vue technique, est-ce qu'on est capable de corriger les algorithmes pour éviter de tels biais. Hein? Donc, responsabilité, le problème de la transparence, le problème des biais. Hein? Donc, ça, c'est vraiment des problèmes qui relèvent là, du fonctionnement même de ces nouveaux algorithmes. Des problèmes importants, donc, d'un point de vue éthique, hein, par rapport à la vie privée. Et ça, je ne m'y attarde pas parce qu'il va y avoir un panel aussi cet après-midi. Mais bon, là, on a besoin de données, hein, numériques en grande quantité. Et on sait que, bon, hein, ce que je comprends, hein, des experts en sécurité informatique, c'est qu'il n'y a pas de point de vue technologique, il n'y a pas de façon de garantir absolument la protection de l'anonymat, même en utilisant des données qui ont été anonymisées au départ, avec les possibilités de recoupement entre des données, hein, même souvent des données qui sont publiques, hein, soit des données ouvertes ou soit des données qui sont produites
par nous-mêmes, par notre utilisation du web et des réseaux sociaux, en recoupant plusieurs de ces données, on est souvent capable de revenir à la source, à la personne qui a produit les données. Donc là, on a des défis importants sur le plan de la protection de la vie privée. Un point peut-être auquel on pense moins souvent lorsqu'il est question de vie privée, j'ai suggéré dans une entrevue au Devoir l'année passée, c'était suite à les résultats d'une équipe de chercheurs qui avait dit avoir utilisé un algorithme de reconnaissance faciale pour être capable de reconnaître ou d'identifier l'orientation sexuelle des personnes. Il y a d'autres algorithmes qui apparemment sont très efficaces pour identifier les émotions ressenties par des personnes. Et la suggestion, en fait, c'est l'intuition que j'ai qui mériterait d'être approfondie, c'est que c'est possible que l'on soit rendu dans une situation, dans un état où il faut approfondir, au fond, le droit à la vie privée pour inclure quelque chose comme un droit à la protection de l'intériorité. Parce que là, il y a sans dramatiser, on a accès à des technologies qui permettent d'identifier nos états mentaux, conscients, c'est-à-dire des émotions que je ressens, possiblement l'orientation sexuelle. Et je pense que le droit à la vie privée, ça doit comprendre le droit de décider ce que j'ai envie de partager par rapport à mon intériorité, par rapport à ce qui relève de ma conscience et de ma subjectivité. Et là, on a affaire à des technologies qui pourraient contourner, au fond, cette décision des uns et des autres de révéler certaines choses et de ne pas révéler certaines choses à propos d'eux-mêmes. Ces technologies peuvent être employées aussi dans des entrevues d'embauche, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut induire? Bon, la personne semble être anxieuse et l'algorithme nous dit en fait qu'elle est anxieuse. Qu'est-ce qu'on doit inférer de ça? C'est très arbitraire. Donc, il y a peut-être là une occasion de faire évoluer le droit à la protection de la vie privée. Tu me fais signe quand c'est le temps de conclure. 3-5 minutes. Parfait. Donc, il y a des enjeux qui relèvent vraiment des algorithmes, des nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a des enjeux plus larges auxquels on s'intéresse aussi à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Là, à l'hiver, on va rendre public un document de réflexion sur les impacts de l'automatisation induite par l'intelligence artificielle dans les milieux de travail, sur le marché du travail. Et il y a des questions éthiques plus larges qui sont des questions d'éthique sociale et économique. Un des bénéfices que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure de cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle, c'est que Element AI est positionné précisément sur ce chantier-là, c'est-à-dire que plusieurs entreprises et des organismes publics aussi, mais pourraient devenir plus productifs, augmenter leur productivité, leur efficience et l'IA pourrait permettre une création de richesse si on automatise de façon intelligente. C'est un potentiel véritable, mais l'augmentation de la productivité et de la richesse, c'est pas d'un point de vue éthique, ça mène pas automatiquement à des gains d'un point de vue éthique ou sur le plan de la justice. C'est tout à fait possible, à moins qu'on croie naïvement à une théorie du ruissellement économique. Donc, si certains acteurs s'enrichissent, ça va ruisseler sur tous les autres. On sait que cette théorie-là est fausse et que si les gains en productivité, en création de richesse, si on veut qu'ils bénéficient à tous, il faut s'assurer que notre régime fiscal, qui est lui-même basé sur une conception de la justice distributive, que notre régime fiscal, donc, permet que l'ensemble de la population bénéficie de ces gains. Et si en philosophie politique, on est plutôt un égalitariste, inspiré de la pensée de John Rawls, par exemple, on se dit il faut en particulier que les moins bien nantis, que les moins favorisés bénéficient en premier de ces gains sur le plan de la création de richesses. Donc, un des grands chantiers qu'on a collectivement, c'est est-ce que nos politiques fiscales actuelles sont capables d'assurer une distribution juste
des gains, des bénéfices engendrés par l'intelligence artificielle. Ce qu'il faudrait éviter, me semble-t-il, c'est que l'IA profite beaucoup à un petit ensemble de joueurs. Donc, évidemment, les chercheurs eux-mêmes, les entrepreneurs qui commencent à automatiser, évidemment, au premier chef, les grands joueurs du web, ce sont eux qui en profitent le plus présentement. Donc, examiner nos politiques fiscales, examiner nos politiques sociales aussi pour voir, donc, il y a des personnes qui sont plus vulnérables présentement par rapport à l'automatisation. Ceux dont le statut est déjà précaire présentement risquent de l'être encore plus dans un contexte où les travailleurs de l'économie du savoir vont devoir travailler avec des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que nos politiques sociales sont adaptées? Est-ce que nos politiques éducatives aussi sont adaptées à cette nouvelle économie et cette nouvelle forme de société où on va interagir davantage avec des systèmes d'intelligence artificielle et parfois même avec des robots? Donc ça fait partie de nos préoccupations à la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Et je pense que là, on est vraiment rendu au moment où on a bien identifié les grands enjeux éthiques et il faut voir est-ce qu'on est capable de proposer des réponses réalistes à ces différents enjeux. Et ça va exiger une réflexion éthique, mais une collaboration vraiment très forte aussi avec les juristes pour voir comment donc ces questionnements éthiques peuvent aussi être traduits dans la loi, dans des législations. Je pense qu'on est rendu là. Et heureusement, je termine là-dessus, au Québec, il y a eu cette prise de conscience a eu lieu. Je pense que c'est la semaine prochaine ou la suivante, la déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'IA va être dévoilée. Un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA va aussi être annoncé, je pense, le 3 décembre prochain. Donc, il y a eu cette prise de conscience collective au Québec, mais c'est le temps de commencer à approfondir ces différents enjeux, là, parce qu'il faut trouver des réponses à ces questions.